sur le plateau du Manège pour une conférence dans le cadre We Horse Green. On se retrouve ici tous les jours à 13 h pour évoquer quelques initiatives, quelques sociétés, quelques projets qui tournent autour de la dimension notamment du bien-être, mais on va y revenir. Et aujourd'hui, sur ce plateau, j'ai avec moi Delphine Frankson. C'est bien moi. Voilà, c'est bon, on ne s'est pas trompé de personne. C'est bien moi. De la société Cheval au Vert. Delphine, bienvenue. Expliquez-moi un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Un petit résumé pour que les gens vous connaissent. Ben, volontiers. Déjà, merci pour l'invitation. Donc, à Cheval au Vert, on est une équipe de 2 ingénieurs agronomes. Et notre objectif, c'est d'aider tous les gestionnaires équins, tous les propriétaires de chevaux, qu'ils soient amateurs ou professionnels, peu importe le profil, à piloter de manière fine leur herbage. Donc comment gérer la prairie en prenant en compte à la fois les besoins nutritionnels du cheval, ce qui est évidemment hyper important, hein. Il n'y a pas de gestion de prairie adaptée si on ne sait pas l'objectif final en fait, et en même temps en prenant en compte l'environnement. En fait, je me rends compte que peut-être que personne n'entendait ce que je racontais. Mais là maintenant on entend encore mieux. Plus ça sera prêt, mieux ça sera. Nickel. Donc voilà, piloter les prairies, gérer la prairie en prenant en compte les besoins nutritionnels du cheval, mais aussi l'environnement en fait, et les enjeux du propriétaire. Parce que toutes les prairies sont différentes, toutes les chevaux sont différents, et nous en tant qu'humains, on est tous aussi différents. Et on a des besoins et des moyens qui varient d'une situation à l'autre. Vous êtes en Belgique, c'est ça ? Comme ça ? Super. Vous êtes basé en Belgique ? Oui, on est dans le sud de la Belgique, on est à 10 km de la frontière française, plutôt côté Luxembourg, donc Luxembourg, Ardennes françaises, Moselle, etc. On se déplace pas mal et on fait aussi beaucoup de nos interventions à distance. Et ça, c'est une des magies, si je puis dire, des bons côtés du Covid, c'est qu'on a appris à développer énormément de choses en visio. Et c'était d'ailleurs un des contextes qui avait permis de développer Cheval au Vert, c'était vraiment ce contexte du Covid où on s'est un petit peu ennuyé quelque part avec Arnaud et où la créativité a émergé. Alors, moi j'aime bien l'humain, donc j'aime bien un petit peu expliquer un peu votre parcours. Comment vous êtes arrivé jusqu'à Cheval au Vert avec les chevaux, c'est depuis toute petite les chevaux? En ce qui me concerne, oui. J'allais dire malheureusement pour mon grand malheur. Depuis toute petite, oui, j'ai d'abord comme beaucoup de personnes commencé en club à monter à cheval. Moi j'étais attirée par l'animal en fait. J'avais vraiment besoin de ce lien, plus que d'ailleurs la pratique sportive. Et puis arrivé jeune adulte, dès que j'ai pu en fait avoir mon cheval, j'ai foncé dans l'aventure. Je me suis vite rendu compte que l'avoir en prairie c'était quand même le mieux pour lui et le mieux pour moi aussi. Et puis quand j'ai rencontré Arnaud, lui en fait il vient du milieu agricole, donc on va dire que le cheval en tant que tel c'était peut-être pas forcément sa spécificité. Par contre, tout le contexte rural, l'élevage, les animaux en général, les herbivores, c'était son truc. Sachant qu'évidemment, à ce moment-là, on était déjà tous les deux diplômés ingénieurs agronomes et spécialisés en gestion des prairies. Donc quand vous avez fait vos études d'ingénieur agronome, vous aviez déjà en tête la suite ? Absolument pas. En ce qui concerne Arnaud, peut-être, parce qu'on ne se connaissait pas à ce moment-là. Mais moi, l'agronomie, je viens de la ville, donc ça ne me parlait pas plus que ça, à part que c'était de la biologie, c'était un peu la ferme, donc les animaux, j'étais très naïve et donc je trouvais ça génial de mettre tout ça ensemble. Je suis arrivée à la gestion des prairies parce qu'en fait pour moi ça sonnait bien-être animal et environnement et donc j'ai voulu faire de la prairie. Et puis petit à petit les choses se sont développées. Arnaud lui en fait il a vraiment quelque part c'est plus typé que moi. Lui, il savait dès le départ que c'était vraiment la nutrition animale et justement aussi la prairie pour ce qu'elle apporte d'environnemental. Mais il s'est vraiment spécialisé là-dedans dès le départ, à conseiller les agriculteurs, les éleveurs. Donc lui, ça fait 15 ans pratiquement qu'il tourne vraiment là-dedans en étant ultra expert. Et puis quand on a emménagé ensemble et qu'on a commencé à gérer nos chevaux conjointement, pour nous, tout était naturel en fait. C'était tellement simple, entre guillemets, on se prend la tête aussi, mais je veux dire que forcément, on avait ces compétences fines-là déjà et donc on gérait notre popote dans notre coin. Et puis Arnaud a commencé à travailler dans des projets de recherche scientifique, notamment sur la myopathie atypique équine, où là, il s'est rapproché du milieu des privés, en fait, des amateurs qui ont les chevaux à la maison. Il a commencé à aller sur place, à discuter, à se rendre compte que finalement, cette gestion de prairie, c'était quelque chose de peu connu. D'ailleurs, chez les particuliers,
Oui, mais chez les pros, c'est pas forcément toujours quelque chose qui est géré, j'allais dire de manière optimale, c'est sans jugement, mais c'est pas forcément toujours quelque chose qui est bien compris non plus et valorisé de la manière la plus idéale. Bref, quoi qu'il en soit, on s'est rendu compte que finalement, il y avait plein de gens qui avaient besoin d'être soutenus, d'être accompagnés, d'être aidés et aiguillés dans leur choix par rapport à leur prairie. Et donc voilà, en fait, c'est petit à petit, à partir de 2018, où on s'est dit, on va se rapprocher de ces gens qui ont besoin de nous. Et comme je dis, le contexte du Covid a fait exploser le truc parce que on a été plus présents sur Internet, sur les réseaux, on a commencé à travailler à distance, à faire des conférences en ligne, des formations, etc., etc. Alors justement, quelles sont les problématiques essentielles dans la gestion de prairies? Les gens viennent vous voir pourquoi? Voilà, ce qui revient le plus souvent. Si je dois être complètement factuelle, c'est beaucoup des questions de plantes toxiques. Ça, c'est le truc où moi je suis dans pas mal de salons, il y a toujours une conférence sur les plantes toxiques généralement. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait peur. Et je comprends, c'est vrai. Et le problème, en fait, c'est que la thématique des plantes toxiques, c'est du blanc ou c'est du noir. Donc, soit les gens sont convaincus qu'il n'y a pas de problème et que les chevaux sont compétents pour trier et se débrouillent tout seuls. Le problème, c'est que ça amène souvent des intoxications qui peuvent être mortelles, donc c'est pas super chouette. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont hyper flippés, qui sont traumatisés dès qu'ils voient une fleur jaune. Pour eux, c'est la catastrophe. Et donc, ils nous appellent complètement déboussolés pour qu'on vienne pratiquement brûler au napalm leur prairie. Je caricature pas la solution. un petit peu. Non, oui, mais moi, j'aime bien les gens qui caricaturent. C'est pas la meilleure solution. Ça doit être efficace, mais... Et puis, le napalm, il n'y en a pas non plus je crois que c'est plus autorisé. Mais voilà, donc ça, c'est beaucoup les plantes toxiques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les plantes toxiques permettent après de rebondir sur tout un tas d'autres choses. Et notamment, souvent, pas toujours, mais souvent, les plantes toxiques arrivent quand la gestion des prairies n'a pas été faite de manière optimale, notamment quand il y a eu du surpâturage et donc on a un peu trop tiré sur la ficelle. Et donc, ça nous permet en fait de remonter la problématique et puis d'aiguiller les personnes dans leur gestion. Et donc, de la problématique très ciblée d'une ou de l'autre plante toxique, on arrive à quelque chose de beaucoup plus général, où on va aider vraiment la personne à peut-être rediviser sa parcelle en sous-parcelles, réfléchir le timing avec lequel elle fait pâturer les zones, le temps qui va être nécessaire à l'herbe pour repousser, pour lui permettre de se requinquer un petit peu avant un autre pâturage. Voilà, et bien entendu on fait aussi tout l'aspect nutrition du cheval, donc on peut être aussi appelé par des personnes qui ont des problématiques d'herbe qui est plus assez productive, de chevaux qui sont trop gros. Il y a beaucoup ça aussi, peut-être moins dans le milieu sportif. Là, on va plutôt être appelé parce que y a pas assez de protéines, il n'y a pas assez de rendement. Et puis, par contre, chez les particuliers, c'est plus souvent mon cheval est trop gros, mon cheval est fourbu, ou justement, je veux éviter de rentrer dans ces cas de figure-là. Comment faire? Oui, parce qu'en plus, souvent, tout le monde a peur de l'ulcère, des choses comme ça, des coliques. La solution, la gestion des herbages, des prairies, ça peut être aussi un élément pour lutter contre ces problématiques. Complètement. Alors, c'est vrai que l'ulcère chez le cheval, c'est quelque chose qui fait de plus en plus parler. C'est une thématique aussi sur laquelle on n'a pas encore toutes les informations. Et c'est une thématique sur laquelle, en tout cas, ce qui ressort, c'est que l'ingestion de fibres de manière continue et la vie, je vais dire, au plein air dans un contexte stable et donc avec moins de stress sont des clés qui minimisent, entre guillemets, le risque d'ulcère. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on est absolument certain qu'il n'y en aura pas du tout, mais en tout cas, on met toutes les chances de son côté. Donc, déjà, le fourrage en général, donc le foin, les fourrages qui sont issus des prairies, donc c'est une thématique sur laquelle on travaille aussi, le fourrage récolté, mais la prairie aide le cheval. Et c'est sûr que si vous êtes sur une prairie complètement surpâturée, surtout si on ne met pas du fourrage fibreux à disposition à côté, le cheval, quelque part, n'a plus grand-chose à manger. Ça peut être un stress déjà... mental en fait pour lui, mais aussi un stress digestif parce que pas assez de contenu. Et donc effectivement une prairie mieux gérée va l'aider à ce niveau-là par rapport aux ulcères, par rapport aux coliques aussi. Le mouvement, le cheval qui marche, et on sait que le cheval qui pâture mange en se déplaçant, puis aussi il est en pâture donc il est amené à bouger quoi qu'il arrive, et ça va et minimiser aussi le risque de colique par rapport à un cheval qui est contenu dans un box ou dans une plus petite surface. J'imagine que comme pour beaucoup de gens, l'adaptabilité c'est une notion essentielle, parce qu'entre l'exploitation où il y a une petite prairie et celle qui a des hectares et des hectares, on réagit pas de la même façon, on n'agit pas de la même façon. Totalement. Ça c'est effectivement la base en fait de notre travail, c'est de
bien comprendre en fait les besoins de la personne qui nous appelle, et ces besoins vont directement être liés à la situation et à ses possibilités. On parle de surface, la région va jouer beaucoup parce que dans certaines régions, l'air produit beaucoup plus facilement que dans d'autres. Par exemple, les plantes entre guillemets toxiques, où la flore en général sera différente aussi. Les moyens humains, les moyens financiers sont des paramètres à prendre en compte aussi. L'idée n'est pas de mettre sur papier la gestion idéale et puis que la personne reçoive le protocole et tombe en burn-out 3 mois plus tard parce que en fait, c'était juste beaucoup trop fastidieux de gérer comme ça. Et il faut savoir que à côté de ma casquette d'agronome, moi j'ai beaucoup développé l'analyse en fait de l'humain en faisant beaucoup de développement personnel, en me formant à ces thématiques-là, aux neurosciences, etc. C'est des choses qui me passionnent. Et donc, je valorise ces outils aussi quand on va en diagnostic pour vraiment comprendre les besoins et les problèmes rencontrés par la personne. Le problème, il est dans une globalité et où l'humain a sa place aussi. Parce que ça peut arriver de manière assez régulière qu'on se rende compte que la personne qui, à la base, nous appelle pour des plantes toxiques, en fait, par derrière, elle est complètement dépassée ou complètement en stress et voilà, à la limite du burn-out à cause de cette gestion qui lui semble tellement compliquée et tellement lourde. Et donc, on vient un petit peu remettre de l'équilibre, de la cohérence, de la légèreté. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire dans le système à ce moment-là. J'imagine qu'on prend en compte aussi l'âge entre un poulain, l'âge des chevaux, de l'humain. Du propriétaire aussi hein, quelque part. Mais entre un poulain et un vieux papy de 25 ans qui est dans son pré, c'est pas la même chose non plus? Complètement. En fait, c'est même au-delà de simplement l'âge, ça va être vraiment l'état physiologique du cheval. Parce qu'on va dire, il y a des chevaux à 20 ans qui sont encore complètement fringants et d'autres à 15 ans, ils sont déjà assez usés. Ça marche pas aussi pour les hommes. Hein, ça, mais complètement. Ouais. Et puis, il y a certaines pathologies qui viennent aussi aggraver ce phénomène. Et donc, l'état physiologique, l'état sanitaire du cheval, de la jument, hongre et talon, peu importe, mais tout ça va être pris en compte. On en revient à la question de ses besoins. Voilà, certains chevaux, justement, ont besoin de fourrage plutôt riche, plutôt pauvre. L'équilibre en minéraux va intervenir. Donc ça, c'est vraiment aussi l'aspect nutrition animale en général et nutrition équine en particulier qui nous permet de piloter au mieux les herbages. Et c'est sûr qu'un gros éleveur qui fait du pur sang, du cheval de sport, qui fait vraiment de la reproduction et donc qui a des juments qui sont en lactation, qui sont en production, qui ont des besoins assez hauts, eh bien on ne va pas l'accompagner de la même manière qu'un amateur ou un particulier qui a 2 Shetland dans le fond du jardin pour tondre la pelouse. Enfin, je fais des gros stéréotypes, mais on les comprend, pour avoir comme l'idée. ça on comprend parfaitement. Si je vous dis biodiversité, parce que là aussi, c'est un thème qui est récurrent. Ça fait partie aussi de façon très importante de votre activité. Tout à fait. En fait, la biodiversité, c'est notre outil de travail, si je peux le dire comme ça. Puisque, alors, on parlait des plantes toxiques, ça, on va dire que c'est la partie qui fait peur de cette biodiversité. Mais on a aussi tout l'aspect important et intéressant. La biodiversité, c'est sûr que c'est ce qui va permettre d'avoir aussi d'attirer des animaux, des insectes, des micro-mammifères, des oiseaux, enfin vraiment cette biodiversité animale qui est visible et qu'on aime, en tout cas beaucoup de personnes, et je pense qu'ici à Angers vous avez vraiment cette envie de valoriser cette biodiversité et on se rejoint là-dessus. Donc ça c'est la biodiversité visible, mais en fait au sein d'une prairie, les plantes de prairie et même l'herbe, donc la plupart des gens ils voient un brin d'herbe et se disent de l'herbe c'est de l'herbe, mais en fait non, il y a plein de graminées, d'espèces d'herbes différentes. Il n'y a pas d'ailleurs que les graminées, on va retrouver des légumineuses aussi, on va retrouver des plantes autres, donc des pissenlits, du plantain, parfois de la camomille, parfois des pâquerettes, des chardons, enfin je brosse, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et donc cette biodiversité-là, nous on apprend aux gens à l'apprivoiser, à la valoriser, à l'améliorer, toujours en fonction de leurs objectifs aussi. Nous on n'impose rien, on est vraiment là, on est l'aide à la réflexion. C'est sûr qu'on adore les gens qui sont en recherche de comment améliorer le bien-être du cheval, la biodiversité. La biodiversité, ça va aussi être les arbres. C'est très à la mode en ce moment, les haies fourragères, les arbres Exactement, fourragers. Hier, on avait une conférence sur ce thème des arbres fourragers avec une pépiniériste. Et donc, effectivement, c'est génial aussi de penser à remettre des arbres, parce que cette biodiversité végétale, elle est herbacée, arbustive,
arborée et à tous les niveaux, elle a un intérêt. Et évidemment, il y a aussi un intérêt entre guillemets médicinal. Nous, on avait une conférence le samedi soir sur le sujet. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit là parce que ce serait trop long, mais beaucoup de plantes, la plupart des plantes d'ailleurs, contiennent des composés secondaires. Alors, il y a l'aspect toxique d'un côté, mais il y a aussi l'aspect bon pour la santé, qu'on va retrouver en herboristerie, même humaine. Et donc, plus on a une diversité dans la prairie, quelque part, plus le cheval va retrouver dans son assiette des éléments intéressants aussi pour lui et pour sa santé. J'ai lu pas mal de choses sur le fait qu'aujourd'hui on préconise beaucoup l'analyse des fourrages qu'on donne à ces chevaux. Vous êtes de cette école-là aussi pour avoir vraiment, voilà, j'allais dire ce que le cheval a dans son assiette, mais... Tout à fait. On est complètement de cette école-là. Et d'ailleurs, je pense qu'on avait prévu 3 petites photos, mais je sais pas. Je sais pas. On va tester. En l'occurrence, c'était la deuxième photo. Alors, soit on la lance maintenant, soit on garde cette question. Est-ce que c'était celle-là? C'était celle d'après. Celle d'après. On pourra peut-être revenir après. Voilà, comme ça on illustre la prairie, exactement. Les arbres et une belle boule de foin fraîchement récoltée. Donc effectivement, l'analyse de fourrage, c'est hyper important. Parce qu'en fait les fourrages c'est un grand et vilain mot qui regroupe plein de choses en fait, plein de contextes, de récoltes, de régions, de stades de maturité des plantes, de méthodes aussi de procédés de stockage et de récolte. Il y a des fourrages qu'on va garder plus humides, d'autres comme le foin qui sont plus secs. Et donc finalement qu'on parle de foin vraiment sec ou de fourrage en général, sans analyse on a très peu d'idées de ce qu'on a dedans. On a des grandes idées, mais il y a une variabilité énorme en fait, notamment au niveau de la protéine, mais aussi de l'énergie et puis des constituants plus fins comme les minéraux. Et quand on fait un bilan alimentaire ou quand quelqu'un nous demande d'en faire un, la base, ça va toujours être de voir avec la personne si une analyse de foin est possible. C'est pas toujours possible. Mais dans beaucoup de cas, c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on croit. Donc nous, par exemple, quand les gens travaillent avec nous, ils peuvent nous envoyer par la poste, en fait, c'est ça, on envoie un petit échantillon voilà. Et ça revient. Ouais. On va le faire analyser. On leur explique, bien entendu, comment prendre l'échantillon pour que ce soit le plus pertinent possible. Et puis, sur base de ce qu'on va récupérer comme chiffre du labo, nous, on a des petites équations qui vont tourner pour prédire pour calculer les valeurs d'énergie, de protéines digestibles, valorisables par le cheval. Et on introduit ça dans nos bilans. Quand c'est pas possible, malheureusement, on est obligé de s'appuyer sur des moyennes et sur des standards. Et le fait est que ça reste des moyennes, et donc avec une variabilité qu'on sait importante. Et donc, on fonctionne un petit peu en aveugle à ce moment-là. C'est toujours mieux que rien. Et là, on va s'appuyer beaucoup sur ce qu'on voit aussi sur le cheval. Un propriétaire qui nous envoie des photos d'un cheval qui est trop gros ou, à contrario, trop maigre, pour faire très simple. Même si on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans le fourrage, on aura quand même une petite idée de comment adapter la ration sur base de ce qu'on voit, du coup, la résultante sur le cheval. D'accord. Si je vous dis, on fait un petit jeu, hein. Si je vous dis réchauffement climatique, là aussi, ça a un impact sur votre activité surtout, ça va avoir un impact sur la gestion des prairies, voilà. Notre activité, voilà. mais surtout sur le conseil qu'on va pouvoir donner aux personnes. Alors, le problème des changements climatiques, c'est qu'il y a deux choses. Il y a, on pense, réchauffement, mais il y a aussi tout ce qui va être aléa. Et donc, des bouleversements extrêmes. Donc, pensons à cette saison. En tout cas, l'année écoulée, en termes d'humidité, de précipitation, on est quand même loin de l'image caniculaire sécheresse. Par contre, c'est tout autant traumatisant pour la prairie d'avoir des inondations, pour le pâturage aussi, parce que trop d'eau, ça veut dire très vite de la boue. Et donc, on a énormément de situations où des gens qui étaient habitués à pâturer telle ou telle parcelle en été, après une récolte de fourrage par exemple, se sont retrouvés à ne pas pouvoir pâturer ou à pâturer et à se retrouver avec des bourbiers, ce qui du coup va abîmer en fait le couvert végétal et va rendre plus difficile la gestion ultérieure, peut-être de l'année prochaine. Et ce qui va aussi permettre peut-être à des plantes toxiques d'apparaître. Et puis effectivement, les canicules, c'est tout aussi problématique. Donc nous, on va vraiment s'adapter pour amener une finesse dans la gestion, une anticipation de ces phénomènes, qu'ils soient humides ou plutôt séchants. On pense aussi aux gelées tardives. Et là, je pense particulièrement à la problématique des haies et des arbres fourragères, donc notamment à l'implantation, de savoir qu'on peut avoir des gelées
En fait, on peut avoir un printemps qui démarre très vite, donc des arbres qui débourrent, donc qui sont là en train de se dire ouais, c'est le printemps, ça y est, on y va, on lâche les chevaux, une gelée. on ouvre, on fait nos petites fleurs, on fait notamment au niveau des fruitiers, hein, ça se ressent aussi très fort, on fait nos petites fleurs et puis bam, une gelée bien méchante là, et donc ça peut fragiliser la végétation. Et ils le savent dans les vignes, hein, par exemple, aussi en arboriculture fruitière, ça peut être très embêtant et c'est des phénomènes donc on prend vraiment tout ça en compte pour piloter et minimiser en fait le risque que ça se passe mal, quoi. Alors on a des petites photos, hein, on l'avait dit. Voilà, il y a une autre petite photo, je crois que la suivante c'est une petite fleur jaune. Alors on va repasser à la première. Ouais, voilà, on repasse à la première. Voilà. On peut comme vous voulez. Allez, on laisse sur la fleur jaune qui fait peur. On reste sur la fleur jaune qui fait peur. Donc le sénescent de Jacob, c'était un petit peu pour illustrer vraiment cette question des plantes toxiques. C'est une des plus connues en fait. Hein. On va pas se mentir. C'est une avec la porcelle qui est aussi une fleur jaune d'ailleurs de la même famille. C'est les deux plantes pour lesquelles on est le plus souvent appelé. Alors il faut savoir qu'il y en a plein d'autres. Les gens qui sont intéressés, on avait fait un petit e-book d'ailleurs qui est accessible via notre site qui parle des plantes toxiques. Moment pub. Non, mais je vous le conseille en plus le site parce que je suis allé un peu réviser avant la conférence, donc je suis allé faire un tour sur le site et effectivement on trouve beaucoup de choses. Ouais. Mais voilà, en fait c'était juste pour dire qu'il n'y a pas que le sénescent qui est toxique, il y a plusieurs dizaines de plantes qu'on peut retrouver en prairie plus ou moins fréquemment et même si on veut être exhaustif, je pense qu'on peut parler en centaines, mais en tout cas voilà, sénescent de Jacob c'est une des plus courantes. C'est une plante qu'on va... les gens en ont très peur. Alors il y a ceux qui en ont pas peur et qui disent le cheval est capable de trier, n'en mange pas. Alors malheureusement il faut savoir que c'est relativement faux, hein. Certains chevaux ont la chance d'être capables de la laisser de côté, mais il y en a beaucoup qui soit parce que le goût amer ne les dérange pas, soit parce qu'ils sont des mauvais trieurs et que donc en sélectionnant les brins d'herbe ils en ingèrent quand même, sans rentrer dans les détails ici. Mais donc c'est une plante qu'il faut éviter à la fois dans le foin très certainement, mais aussi au pâturage. Et non, par contre, il ne faut pas forcément cramer toute la biodiversité avoisinante parce que c'est aussi une plante qui a un intérêt au niveau de la biodiversité. Et donc nous, notre avis, c'est plutôt d'apprendre à gérer sa prairie à l'intérieur de sa parcelle, avec notamment une surveillance du niveau de fertilité. Donc on préconise des analyses de sol de manière régulière. Donc pour être très généraliste, tous les 5 ans, c'est pas mal de regarder un peu ce qui se passe au niveau du sol en termes de minéraux, pour avoir un sol équilibré qui va permettre d'éviter, alors je suis très schématique, hein, je suis peut-être un peu simpliste ici, mais ça va aider le développement de plantes toxiques comme le sénescent. De faire un juste pâturage, ni trop light, ni trop agressif, ça va aider aussi. Et pas forcément d'aller s'inquiéter des bords de route qui sont peut-être à 10, 15, 20, 50 mètres où il y a peut-être des sénessons. Laissons-les pour la biodiversité, occupons-nous de nos parcelles. Réfléchissons aussi peut-être à planter des haies pour faire des barrières anti-semences qui arriveraient. Et je valide que c'est... à de très rares exceptions près, mais vraiment très très rares, totalement possible de gérer une prairie où on ne retrouverait plus de sénessons ou alors de manière ultra anecdotique, même s'il y en a un petit peu dans le voisinage, quoi. Ouais, donc pour avoir les réponses, vous contactez Cheval au Vert. On avait une troisième photo, oui, donc la première. Voilà. Alors ça, c'était, je m'étais dit, on va vous en parler parce que c'est un peu emblématique de Cheval au Vert, puisque la myopathie atypique équine, donc qui est la résultante de l'intoxication générée par l'ingestion principalement de petites plantules, donc les petits bébés érables, sycomore, negundo ou d'autres plus anecdotiques. Je ne vais pas trop aller dans le détail ici, mais donc certains érables toxiques qui amènent cette intoxication souvent mortelle, hein, dans la plupart des cas malheureusement. C'est en travaillant sur des projets de recherche, en accompagnant notamment l'Université de Liège sur les thématiques, le développement de protocoles de gestion des prairies en lien avec la présence d'érables, qu'on a commencé à rencontrer des détenteurs d'équidés. Donc au départ, c'était des personnes qui avaient eu des chevaux décédés, qui avaient des érables à proximité directe ou indirecte, hein, puisque les graines des érables peuvent voler sur plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Hein, donc il faut vraiment screener tout le paysage. Et c'est en rencontrant ces propriétaires qu'on a commencé à se rendre compte qu'il y avait les érables, certes, mais il y avait aussi toute la gestion de l'herbe qui pouvait être problématique et difficile pour ces personnes. Et c'est ce qui nous a mis, sans jeu de mots, le pied à l'étrier. On était, je pense, plus ou moins en 2018 à ce moment-là, et sans la myopathie, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Comme quoi, il faut toujours tirer le positif d'une chose. Écoutez, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur la gestion de prairies? Sinon, moi, j'en ai. Hein. Alors, bon, pas de questions? Moi, j'en ai encore. Voilà, Delphine. Sinon, je me demande s'il n'y en a pas une...
Non, ils osent pas, ils osent. Alors, oui, question? Oui, question. Allez-y. Ah oui, le micro va pas être ouvert aussi. Ouais, je suis pas sûr qu'il soit ouvert. Moi, je me déplace, on est en direct. Ouais. 1, 2. Je demandais le réemploi des crottins sur sa pâture. Le réemploi des crottins, c'est ça? Oui, c'est une super question. Puisqu'on a parlé de la fertilité du sol et de l'utilité de savoir un peu ce qui se passe au niveau, de nouveau sans rentrer dans les détails, mais notamment de la teneur en certains minéraux du sol. Et en fait, je réfléchis à quel levier utiliser là. Donc en fait, il y a pas mal de personnes qui font des liens entre mettre de l'engrais, c'est mal d'une part pour la biodiversité, d'autre part c'est mal parce qu'on va enrichir l'herbe, donc on va avoir une herbe plus riche. Donc quand on a des chevaux à problématiques métaboliques ou des chevaux qui ont tendance à être trop gros, l'herbe trop riche, on évite. Alors ça, c'est 2 idées préconçues qui sont fausses. Gérer la fertilité, c'est pas forcément mal pour la biodiversité. Même dans certains contextes, c'est plutôt positif. Parce que si on gère pas bien, on va avoir vraiment une dérive au niveau de la flore, de la biodiversité qui peut être délétère, notamment avec l'apparition de plantes toxiques, mais aussi avec vraiment une paupérisation du milieu végétal. Donc à tous les niveaux, c'est bien de surveiller ce qui se passe dans le sol. Donc première idée préconçue. Deuxième idée préconçue, en fait, gérer finement la fertilité, ça permet justement, dans certains cas, d'avoir une herbe moins riche. De nouveau, sans rentrer dans le détail, c'est complètement contraire à l'intuition, mais véritablement parce que l'herbe sera en gros moins stressée, plus équilibrée dans sa nutrition et donc potentiellement moins concentrée en sucre. Donc effectivement, gérer la fertilité, c'est hyper important et valoriser ses crottins, c'est une des manières d'y arriver. Alors, soit on les éparpille au niveau du sol. Le problème de cette approche qui est pertinente d'un point de vue agronomique, c'est que dans certains cas, quand on a des chevaux sujets à un certain niveau élevé de parasitisme, éparpiller les crottins, c'est aussi éparpiller les œufs. Donc ça se réfléchit de manière plutôt fine. On va se dire, à quel moment de l'année on le fait, dans quelles conditions météorologiques pour éviter d'avoir des chevaux qui se réinfestent. Et la rotation des pâtures, d'ailleurs, peut nous aider à ce niveau-là. La rotation, notamment avec la vermifugation, etc. Il y a des choses... Voilà, c'est des problématiques aussi qu'on aborde, notamment quand on va sur place et on aime bien travailler avec des vétérinaires, le vétérinaire de famille, en fait, des personnes chez qui on va, pour justement mettre en place des protocoles de gestion des crottins, mais aussi de la rotation des pâtures en lien avec la charge parasitaire. Mais donc, on peut aussi décider de les laisser en place pour les éparpiller seulement en fin de saison quand les chevaux ne pâturent plus. Ou alors, on peut décider de les ramasser et là pour éviter justement d'appauvrir notre herbe, donc c'est-à-dire de ne pas restituer ce qui doit l'être, on peut décider de le composter. Un compostage, quand c'est bien fait, donc ça se fait pas n'importe comment, mais ça va permettre une montée en température des crottins. Qui dit montée en température dit, pour faire simple, qu'on va tuer en fait certaines vilaines bestioles qui s'y trouvent et notamment les parasites, et à ce moment-là après on peut répandre sur le pré la matière nutritive en fait. Petite question, si jamais quelqu'un qui a une exploitation depuis 4 ans, voilà, elle essaye de faire les choses bien et tout, mais malgré cela, il y a plus d'herbe. Comment on fait pour faire revenir l'herbe? C'est quoi la solution? Alors en fait, de nouveau, la première étape, ça va être de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus d'herbe. Très souvent, c'est parce qu'on est rentré dans un système de surpâturage et aussi la question rejoint la précédente, la gestion de la fertilité. Donc c'est vraiment 2 aspects très très groupés. Alors il peut y avoir eu des aléas climatiques, des choses comme ça, mais donc l'idée ça va être de diagnostiquer en allant sur place ou même à distance. Tiens, mais en fait, quelle a été la gestion jusqu'à présent? Et même en amont, donc si la personne est installée depuis 4 ans, c'est de voir qu'est-ce qu'il y avait avant. Est-ce que c'était de l'agriculture? Quel type d'agriculture? Est-ce que c'était quelqu'un qui engraissait ses prairies? Beaucoup, un peu, pas du tout? Est-ce qu'il y avait de la culture? Est-ce que c'était déjà de la prairie? Est-ce que c'était un jardin, etc. Et donc tout cet historique va nous permettre d'établir le diagnostic et de savoir pourquoi il n'y a plus d'herbe. Et à partir de là, de nouveau, à partir de la gravité entre guillemets de la situation, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment plus du tout d'herbe ou est-ce qu'il y a encore un peu d'herbe mais qu'elle est courte et qu'elle est en train de faut vivoter la booster un petit peu, est-ce qu'il faut juste la booster, l'aider, lui laisser peut-être le temps de se reposer, ou est-ce que c'est vraiment la catastrophe catastrophe, c'est un peu alarmiste de parler comme ça, mais est-ce qu'il faut vraiment faire une rénovation plus lourde? Et donc notre intervention, ça va aller de l'intervention lourde
qui va être par exemple de labourer une partie du parcellaire, de choisir le moment, l'outillage, de choisir peut-être des semences, enfin, je dis peut-être, mais bien sûr de choisir les semences adaptées au terrain, adaptées à la pratique de la personne. Donc pour rénover la prairie, parfois ça peut être plus léger, on peut faire simplement des sursemis, donc qui sont moins intrusifs au niveau peut-être de la terre, mais qui ne se font pas non plus dans n'importe quelle condition. Est-ce qu'on va simplement agir sur la fertilité suite à une analyse? Enfin voilà, tout ça va être pris en compte. Bon bah vaste sujet. Allez, dernière question, avant d'aborder le côté pratique, comment on vous trouve, tout ça, comment on vous contacte. Admettons, je me suis baladé sur le salon du cheval, je me suis laissé convaincre, j'ai acheté 2 chevaux. Mais je suis comme félicitations. Ça. Voilà, félicitations. Non, il va falloir assumer. Cherche un terrain, qu'est-ce que je dois prendre en compte? Donc j'habite ici, hein, voilà. C'est ça, parce que la région effectivement est une des premières questions. Alors effectivement, hein, quand on cherche un terrain, il y a plein de choses qu'on va prendre en compte aussi, les moyens financiers encore une fois de la personne, en fonction du coût du terrain dans la région dans laquelle on est. Moi, je me rends compte que très souvent, malheureusement, l'achat du terrain, c'est plus conditionné par ce qu'on est capable de trouver. Aussi du coup de cœur, il n'y a rien à faire. Si par exemple on recherche une maison avec le terrain, il faut prendre ça en compte. De nouveau, on est dans le facteur humain. Et souvent, on est plutôt amené à agir au mieux après l'achat, à se dire, OK, maintenant qu'on sait qu'on a 1 ou 2 hectares ou 3 hectares, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec? Bon, souvent, on fonctionne comme ça. Maintenant, si on veut prendre le problème dans l'autre sens, évidemment, screener tout ce qui va être plantes toxiques, notamment les fameux érables, les arbres qui peuvent être toxiques, parce que ça c'est souvent ce qui est plus difficile à gérer, surtout s'ils sont chez le voisin ou s'ils appartiennent à la mairie, parce que c'est pas forcément facile de sortir la tronçonneuse à ce moment-là. Ça peut être mal vu, il vaut mieux avoir prévenu. Alors encore une fois, vivre avec des érables, ou avec d'autres plantes toxiques d'ailleurs, c'est possible, mais ça demande une certaine finesse de réflexion et parfois des compromis et parfois des sacrifices. Donc nous, on est aussi là pour ça, pour aider la personne à comprendre ce qui va être possible, ce qui va pas être possible, à quel moment de l'année, etc. Après, on va se demander aussi, on cherche du terrain, pourquoi faire? Est-ce que c'est pour être en autonomie fourragère? Est-ce qu'on a vraiment envie que les chevaux soient là, tranquilles, à manger de l'herbe, qu'on puisse aussi faire du foin, d'un point de vue écologique, c'est hyper pertinent, hein, on gère tout, on peut surveiller la présence de plantes toxiques, à la fois dans le fourrage, à la fois au pâturage, on fait son foin soi-même, on sait ce qu'il y a dedans, on choisit le moment de la récolte, donc on peut piloter aussi sa richesse en énergie, en protéines, c'est top, mais c'est pas toujours possible. Ou est-ce qu'en fait la personne veut simplement avoir une très chouette maison dans laquelle elle se sente bien, et puis un demi-hectare à côté pour que les chevaux puissent bouger, mais moi, que finalement une piscine, c'est bon, pas niveau eau, il faudra prendre de l'eau de pluie, piscine naturelle. Je ne juge pas. mais disons que ça prend de la place aussi, la piscine sur les fameux hectares, c'est à prendre en compte aussi, surtout la piscine olympique. Hein. mais donc voilà, les ambitions de la personne et ses objectifs vont être à prendre en compte aussi. Mais donc on peut partir sur entre 1-2 hectares, alors plus c'est toujours mieux, plus on est sur une surface réduite, plus le pilotage va devoir être fin, plus potentiellement on va devoir acheter du fourrage à l'extérieur, donc du foin. Problématique de fourrage, attention, puisque avec certaines années très sèches, ça devient difficile d'en trouver dans certaines régions, les prix montent et en plus on ne sait pas toujours ce qu'on va acheter au niveau des plantes toxiques, etc. Voilà. Écoutez, peut-être que la meilleure solution, c'est de contacter Cheval au Vert. Ça peut être un bon départ, en tout cas. Alors justement, on fait comment pour vous contacter concrêtement? Alors nous, on est présents sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Moi, j'aime beaucoup les gens qui nous contactent par mail parce qu'en fait, Messenger et compagnie, c'est possible, mais disons que je suis souvent noyée. Donc le contact par mail, c'est top. Via notre site, on a aussi un petit formulaire de contact pour les gens qui veulent soit une intervention à distance ou en tournée et qui peuvent déjà en fait nous expliquer leurs problématiques. Donc la région, le nombre d'hectares, le nombre de chevaux. Est-ce que les chevaux, sont type sport? Est-ce que c'est plutôt des chevaux trop gros, trop minces, âgés, tout ce qu'on veut. Donc on a déjà une idée assez précise de la situation. Et en fonction de ça, on revient avec des propositions de visites, de visio. On fait aussi des audits écrits. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Mais donc voilà, on est disponible aussi par téléphone. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Voilà, c'était super chouette. Donc toutes les questions à Delphine maintenant, juste après cette conférence, ou bien donc sur Cheval au Vert, comme on l'a dit. Par mail. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À une prochaine fois.